Je m'appelle Tierno. Et cette histoire, je ne l'ai jamais racontée sans que ma gorge ne se serre, sans que mes souvenirs ne reviennent comme une pluie fine mêlée de cendres et de lumière. C'est l'histoire d'un garçon qu'on a jugé trop vite. Un garçon qu'on a réduit à ce qu'il portait, à ce qu'il ne disait pas, à la discrétion de sa démarche, comme si la valeur d'un être se mesurait à la marque de ses chaussures ou à la sonorité de son accent. C'était en terminale. J'avais 17 ans et déjà l'impression d'avoir traversé plus de tempêtes qu'un vieil arbre. J'avais été accepté dans l'un des lycées les plus prestigieux de la capitale, un monde feutré, aux allures de vitrine, où les élèves arrivaient en berline brillante, déposés par des chauffeurs qui ne souriaient jamais et portaient des lunettes de soleil même quand le ciel pleurait. Moi, j'arrivais à pied. Toujours. Chaque matin, à travers les rues bousculées de poussière, les carrefours saturés de klaxons, les trottoirs fissurés. Mes chaussures, bien que vieilles, brillaient d'un éclat obstiné, c'était mon père qui les cirait le soir, pendant que je révisais mes leçons. Elles avaient connu la boue, les pierres, les flaques et les longues montées du quartier qu'on appelait, presque avec cruauté, la zone oubliée. C'était un quartier qu'on évitait d'évoquer dans les salons climatisés. Là-bas, l'eau courante était un luxe capricieux, et l'électricité jouait à cache-cache avec nos soirées. Les murs étaient nus, mais nos cœurs, eux, étaient pleins. Pleins d'efforts, de silence, de patience. Mon père réparait des climatiseurs dans les villas des gens qu'il n'aurait jamais pu inviter chez lui. Il rentrait souvent avec l'odeur du métal sur les doigts, les vêtements trempés de sueur, mais il me souriait toujours. Il était ma colonne, mon socle. Ma mère, elle, se levait avant le chant du muezzin. Elle préparait des beignets qu'elle vendait sur la place, son foulard joliment noué, comme pour rappeler au monde que même dans la pauvreté, la dignité pouvait avoir du style. Quand j'ai franchi les portes du lycée pour la première fois, je me suis senti nu. Nu de repères, nu d'habitude. Les regards des autres m'ont effleuré comme des lames, aiguisés, curieux, moqueurs. Je me souviens de leurs yeux, ils me détaillaient comme on observe un intrus dans un musée. Mes habits détonnaient parmi les chemises griffées et les baskets neuves. Et puis il y avait elle. Océane. Elle incarnait tout ce que je n'étais pas. La beauté sans effort, la voix qui faisait taire les bavardages, la fille du médecin qui faisait des dons à l'école et dont la voiture sentait toujours la vanille. Elle m'a regardé ce jour-là comme on regarde une faute d'orthographe dans un poème parfait. Avec une grimace discrète, une désapprobation silencieuse, presque désolée. Et j'ai compris. J'ai compris qu'ici, je n'étais pas seulement un élève. J'étais un symbole. Le symbole d'un monde qu'il préférait ignorer. Un élève comme moi, dans un endroit comme celui-là, c'était comme un caillou dans un bol de riz. Discret, mais visible. Insignifiant, mais gênant. Et pourtant, je m'étais promis de ne pas flancher. D'être ce caillou qui ne s'écrase pas. Ce petit détail qui finit par changer toute la texture du plat. Alors j'ai baissé les yeux, j'ai serré mes livres contre moi, et je suis allé m'asseoir. En silence. Mais avec un feuillant qui commençait déjà à crépiter sous mes côtes. Dès la première semaine, les surnoms ont commencé à pleuvoir. Des petits rires étouffés au début, des regards complices, puis des moqueries dites assez fort pour que j'entende, mais pas assez pour que les professeurs réagissent. Et très vite, je suis devenu le villageois. Ce mot, simple en apparence, était chargé de tout le mépris du monde. Il n'avait pas besoin de m'insulter avec des gros mots. Non. Il savait être plus subtil, plus pernicieux. Tu connais même les maths ici ou c'est pas encore arrivé chez vous, me lança un jour un garçon avec un sourire narquois, alors que je venais de répondre juste à une question en classe. Un autre ajouta en éclatant de rire. Au fait doucement, hein, on n'a pas de BUF ici. Chaque mot, chaque ricanement, c'était comme une aiguille qu'on enfonçait lentement dans ma peau. Mais je riais. Parfois même plus fort qu'eux. Je riais pour qu'ils ne voient pas que j'étais en train de me fissurer de l'intérieur. Parce qu'en vérité, à chaque blague, à chaque surnom, c'était un tremblement de terre silencieux qui secouait mon âme. Le soir, en rentrant, je posais mon sac dans un coin et j'allais droit dans notre unique salle de bain. Le miroir était fendu sur le côté gauche, juste assez pour qu'on voie son reflet se dédoubler. Et dans ce miroir brisé, je me parlais. Je regardais mes yeux cernés, mes pommettes saillantes, et je murmurais. Tiens bon, Tierno. Un jour, ils comprendront. Mais ce jour semblait loin, presque irréel. Le concours national de mathématiques approchait. Moi, j'étais discret, presque invisible aux yeux des autres,
mais mes copies, elles, parlaient fort. J'étais premier de la classe depuis 2 trimestres. Mais c'était comme si mes résultats n'existaient pas. On applaudissait Alexandre, le fils du proviseur, même quand il obtenait un 15 sur 20, alors que moi, avec mon 19, je n'avais droit qu'à un silence poli ou, au mieux, un hochement de tête distrait. C'était comme si la réussite ne valait quelque chose que quand elle venait d'un nom connu, d'un visage bien habillé ou d'un accent sans faute. Et puis, un matin, tout a basculé. Le professeur principal est entré en classe, l'air grave, une feuille à la main. Tous les regards se sont levés. Il s'est arrêté devant le tableau, a croisé les bras, et a dit d'une voix solennelle. L'école doit envoyer un élève pour représenter la région au concours national de mathématiques. Le choix est déjà fait. Sans qu'il ait besoin de préciser, les têtes se sont tournées vers Alexandre. C'était une évidence pour eux. Comme un réflexe conditionné. Moi, je suis resté penché sur mon cahier, le cœur calme mais résigné. Et puis il a dit. C'est Tierno. Un silence lourd est tombé dans la salle. Un silence plus coupant que les rires. Comme si personne ne comprenait. Comme si la logique venait de se briser en deux. Puis vinrent les réactions. Des rires nerveux. Des murmures. Une voix moqueuse a jailli du fond de la classe. Sérieux? Lui? Quelqu'un d'autre a lâché, faussement étonné. Il sait même parler français correctement. Je n'ai pas levé les yeux. Je ne voulais pas leur donner ce plaisir. Mais j'ai senti chaque mot comme un clou planté dans mon estime. Et Océane? Océane, toujours impeccable, toujours perché dans sa tour d'ivoire, a levé les yeux au ciel et a soufflé, assez fort pour que ça me parvienne. On va se ridiculiser. Ce jour-là, je n'ai pas pleuré en classe. Pas devant eux. J'ai tenu bon, droit comme un roseau dans la tempête. Mais le soir, dans le noir de notre petite chambre, j'ai pleuré. Pas à cause de ce qu'ils avaient dit. Mais à cause de ce que j'avais ressenti, la solitude. Cette solitude froide, épaisse, qui vous enveloppe quand même les adultes, ceux censés vous soutenir, vous regardent avec une pitié dissimulée ou un silence complice. Mais ce concours, je savais qu'il allait être plus qu'un test. Ce n'était pas juste une épreuve académique. C'était une bataille. Une réponse. Mon cri silencieux dans un monde qui m'avait réduit à un cliché. Ce soir-là, j'ai pleuré. Pas à cause des moqueries. Non, celles-là, j'avais appris à les avaler, à les étouffer sous des sourires en coin et des silences dignes. Ce n'étaient pas les mots blessants qui m'avaient brisé ce jour-là, mais la solitude. Une solitude sourde, épaisse, qui ne crie pas, qui ne fait pas de bruit, mais qui vous serre la poitrine comme un étau. C'était cette solitude particulière qu'on ressent quand même les adultes baissent les yeux, ou vous adressent ce regard gêné, chargé d'une pitié déguisée en neutralité. Ce regard qui dit sans parler, tu n'es pas vraiment à ta place ici. Une condescendance tranquille, polie, enveloppée dans de fausses attentions et des sourires crispés. Ils ne me disaient rien, mais je voyais tout. Je voyais leur étonnement quand je parlais sans faute. Leur surprise quand je participais bien. Leur doute constant, comme si ma réussite devait forcément cacher un hasard ou une triche. Alors ce soir-là, seul sur mon lit, le visage tourné vers le plafond écaillé, j'ai laissé couler les larmes. Pas beaucoup. Juste assez pour que ma poitrine se vide un peu. Assez pour ne pas exploser. Et puis le lendemain, je suis allé au concours. Mon père m'a accompagné jusqu'à la gare routière, sa main calleuse serrée autour des 2000 francs qu'il avait économisés à force de petits sacrifices invisibles. Il m'a tendu les billets, me regardant droit dans les yeux, et il m'a dit, avec cette voix grave, un peu rauque, que j'avais toujours respectée. Si tu gagnes, ce n'est pas juste pour toi. C'est pour tous ceux qui n'ont jamais été invités à la table. J'ai hoché la tête, sans un mot. Je savais ce qu'il voulait dire. Il parlait des oubliés. Des invisibles. De ceux qui se couchent le ventre creux et qui se lèvent tôt pour espérer un monde moins injuste. Il parlait de lui, de nous, de tous ces jeunes qui n'ont ni les codes, ni les noms, ni les habits corrects, mais qui ont des rêves immenses coincés dans des silences modestes. Arrivé sur place, j'ai dormi dans un dortoir collectif, au matelas si mince qu'on sentait les barres métalliques du lit sous le dos. Les murs sentaient l'humidité et les voix étrangères. Au petit déjeuner, on nous a servi du pain dur, presque rassis, avec un lait tiède qui avait un goût d'eau fatiguée. J'ai mangé lentement, en silence, pendant que d'autres plaisantaient, certains sur deux, habitués à ce genre d'événement,
d'autres nerveux, regardant leurs fiches à la hâte. Moi, je n'avais pas de fiches. Pas besoin. Tout était là, dans mes veines, dans mon cœur. Ce que je portais en moi, ce n'était pas un simple savoir. C'était une revanche muette, un feu d'intérieur allumé depuis des mois. Depuis ces rires étouffés, ces regards en coin, ces humiliations répétées. Je n'étais pas venu juste pour gagner un concours. J'étais venu pour prouver que le silence des humbles pouvait faire trembler les certitudes des puissants. La salle était vaste, presque solennelle, avec des fenêtres hautes qui laissaient entrer une lumière pâle du matin. Les tables étaient bien espacées, les chaises en métal grinçaient doucement quand on s'y asseyait. Il y avait une vingtaine d'élèves, venus de différentes régions du pays, chacun avec son propre air, certains confiants, d'autres nerveux, tous un peu tendus. Je me suis assis à la table numéro 12. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Devant moi, une feuille blanche avec mon nom, en lettres majuscules, Tierno Diallo Bonacoro. Je n'ai pas eu besoin de lever les yeux pour sentir les regards. Bonacoro, ça voulait tout dire. Ça sentait la brousse, la poussière rouge, les classes sans fenêtre, les cahiers rafistolés avec du fil. Un surveillant a distribué les énoncés. L'enveloppe était scellée. Lorsqu'il l'a ouverte, un petit frisson a parcouru la salle. Le silence s'est épaissi. Les feuilles ont glissé sur les tables dans un bruit sec et régulier. Une odeur de papier neuf et de sueur discrète flottait dans l'air. Je l'ai regardée, cette feuille. Je n'ai pas sauté sur le premier exercice. Non. J'ai fermé les yeux pendant 5 secondes. J'ai repensé à mon père. À ses 2000 francs. À sa voix grave. J'ai repensé à tous les jours où j'avais étudié sous une lampe torche parce que l'électricité avait encore été coupée. J'ai revu le visage d'Alexandre, celui d'Océane, et tous ces rires étouffés qui me suivaient comme une ombre. Et là, j'ai ouvert les yeux. J'ai pris mon stylo. La première question portait sur une équation différentielle. J'ai souri. C'était mon domaine. J'ai déroulé le raisonnement comme on déroule une natte au coucher du soleil. Méthodiquement. Calme. Précis. Je n'écrivais pas juste pour répondre. J'écrivais pour dire, je suis là. J'existe. Et je suis bon. À la 2e page, je me suis surpris à aimer ce que je faisais. Je ne composais plus seulement pour moi. Je composais pour tous les tiernos, pour tous les villageois, pour tous les garçons et filles qu'on regarde de haut avant de leur tendre un test qu'on pense trop difficile. Le temps s'est écoulé à une vitesse étrange, comme s'il n'existait plus vraiment. Quand on a annoncé la fin de l'épreuve, j'ai reposé mon stylo avec une sensation nouvelle dans la poitrine. Pas de fierté bruyante. Pas de triomphe arrogant. Juste, une paix. Un calme dense et solide. J'avais tout donné. Et surtout, j'avais été moi, sans compromis. Quelques jours plus tard, dans l'école, l'ambiance était tendue. On attendait les résultats affichés en ligne par le ministère. Alexandre tournait autour de l'ordinateur de la salle des profs comme un fauve en cage. Océane pianotait sur son téléphone, les ongles brillants, l'air indifférent mais les yeux vifs. C'est Monsieur Caboret, le professeur de mathématiques, qui a fini par sortir en trombe. Il tenait une feuille imprimée. Il était essoufflé, les lunettes de travers. Le premier national, c'est Tierno Diallo. Le silence a été total. Glacé. Puis j'ai entendu un « quoi » étouffé. Puis un rire nerveux. Quelqu'un a dit. Mais non, c'est une erreur. Mais ce n'en était pas une. J'avais gagné. Premier national. Premier sur plusieurs milliers d'élèves. Premier, avec la note maximale. On m'a regardé autrement, ce jour-là. Pas avec tendresse. Pas avec amitié. Mais avec cette hésitation étrange, ce mélange d'étonnement et de gêne qu'ont les gens quand ce qu'ils croyaient vrai se brise sous leurs yeux. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas crié. Je me suis juste assis sur le banc de la cour, là où personne ne s'asseyait d'habitude. J'ai levé les yeux vers le ciel. Il était vaste. Bleu. Infini. Et dans mon cœur, j'ai entendu mon père murmurer. Tu as pris place à la table, mon fils. Maintenant, mange à ta faim. Le proviseur m'a serré la main devant toute l'école, sous les regards étonnés et les chuchotements à peine contenus. Il y avait une lumière différente dans ses yeux,
un mélange de fierté officielle et de surprise mal dissimulée. Juste à côté, les journalistes de la presse locale mitraillaient de flash, immortalisant ce moment qui, pour beaucoup, semblait improbable. Les caméras captaient chaque geste, chaque expression, chaque souffle. J'ai senti le poids de tous ces regards braqués sur moi, un poids lourd, presque étouffant. Au milieu de cette foule, mes yeux ont croisé ceux d'Océane. Elle a baissé les siens, comme si elle avait soudainement pris conscience d'une vérité qu'elle avait longtemps ignorée ou refusée. Son silence en disait long, plus que n'importe quelle parole. Puis, timidement, presque à voix basse, Alexandre s'est approché. Son regard évitait le mien un instant, avant de se poser sur moi avec une sincérité gênée. Franchement, respect. J'ai senti la chaleur de ses mots, mais le mien est resté figé, sans sourire. Parce que ce respect-là n'était pas le mien. Ce respect, il venait trop tard, trop après. Après toutes ces fois où on m'avait ignoré, méprisé, rabaissé. Après les moqueries, les silences pesants, les jugements hâtifs. Il était comme une monnaie de consolation, un lot de consolation pour une course que j'avais déjà gagnée sans qu'on veuille le reconnaître. Ce jour-là, dans ce silence lourd de sens, j'ai compris une chose amère, parfois, on ne vous respecte pas parce que vous le méritez vraiment, mais simplement parce qu'on n'a plus le choix. Parce que la vérité finit toujours par éclater, même quand on s'obstine à la cacher. Ce concours, ce n'était pas qu'une victoire personnelle. C'était une clé qui m'a ouvert la porte d'une bourse d'études. Une opportunité rare, presque miraculeuse. Aujourd'hui, je suis ingénieur en Allemagne. J'ai quitté les chemins poussiéreux de Bonacoro, mais je n'ai jamais quitté mes racines. Ma mère ne vend plus de beignets au coin de la rue, elle savoure enfin le repos mérité. Mon père ne grimpe plus sur les toits de la vieille maison, il vit tranquille, fier de ce que son fils est devenu. J'ai pu leur offrir une retraite digne, remplie de sérénité, comme un hommage silencieux à leur sacrifice. Mais jamais je n'ai oublié. Jamais je n'oublierai ce jour où on a oublié de me respecter. Parce qu'au fond, ce jour-là, c'est moi qui ai appris la leçon la plus importante, apprendre à me respecter moi-même, inébranlablement, contre vent et marée. Et depuis, plus personne n'a jamais eu le pouvoir de m'humilier. Si cette histoire t'a touché, n'hésite pas à la partager autour de toi. Parce que chacun mérite qu'on lui tende la main, qu'on reconnaisse sa valeur avant qu'il ne doive la prouver. Rappelle-toi, le respect commence par soi-même. Et toi, as-tu déjà vécu un moment où on t'a sous-estimé ou oublié de te respecter? Comment as-tu fait pour te relever et montrer ta vraie valeur? Partage ton histoire dans les commentaires, j'aimerais vraiment te lire.